Salut les permapotes, je vous souhaite une bonne année 2023, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un tiers-lieu, les 4 sources, avec Michael, donc qui va nous dire un peu plus ici. Ouais, bienvenue aux 4 sources à Ivoire, entre Dinan et Namur. On est un tiers-lieu où on vit on est 6 familles ici avec des enfants. On a décidé de faire un projet où on montre une autre façon de vivre et alors on la transmet et on en fait des petites graines un peu partout. Ça comprend plein de choses différentes parce qu'on fait de l'unschooling, de l'habitat léger, de la low-tech, on a des artisans, on a des gens qui font de l'administratif mais qui essayent de transformer la façon dont on gère l'administratif. Donc tous les gens ici sont un petit peu des expérimentateurs, des scientifiques de la vie. Et moi, dans tout ce beau petit monde, je suis passionné par tout ce qui est jardin-forêt, forêt, animaux, végétaux. Et donc évidemment, ce qui m'a plu ici, c'est un lieu où on a 15 hectares avec un bois, des pâtures, un verger, des mares, qui sont principalement en Natura 2000. Et donc on a un super terrain de jeu pour s'amuser, pour tester plein de choses. Et après, dans le collectif, chacun a un petit peu sa passion et on travaille comme ça tous ensemble. Et puis on avance dans ce beau projet où on fait principalement de la transmission. Enfin, de plus en plus, comme on a un grand bâtiment et où on a des gîtes aussi, on a des hébergements, il y a plein de gens qui viennent ici en formation. Voir des conférences, manger des pizzas, parce qu'on fait des soirées pizza au feu de bois, on fait plein de trucs différents qui permettent de réunir en fait les gens du coin et d'un peu partout sur des thèmes ou bien juste pour discuter. On se trouve dans le verger avec des anciennes variétés, des variétés de Jean Blou, les ânes pâturent en dessous des hautes tiges et Michael va aussi expérimenter les fruitières, donc diversifiées et densifiées entre les hautes tiges. L'idée c'est de travailler le sol juste en faisant le couvrir avec des matières carbonées, du compost, apporter finalement toute de la vie au sol. Parce qu'ici on est sur une pente, quand il pleut ça dévale. L'été il a fait super chaud, il y avait quasi plus d'herbe. Donc on est sur un endroit où pour moi les arbres ont quand même difficile. Donc je me suis dit d'abord il faut qu'on travaille le sol avant toute chose. Et pour le travailler de manière simple, couvrons-le déjà et retenons l'eau avec les grandes perches. Donc l'idée c'est vraiment que l'eau puisse venir et sans travailler, sans faire de baissière, sans travailler au niveau du sol, on vient déjà ralentir l'eau. Donc si on pouvait reproduire ça dans le verger à plein d'endroits différents, on pourrait maintenir l'eau et la ralentir pas mal. Et après, le sol est vraiment super dur, quoi. Ici c'est vraiment du béton. Donc l'idée c'est aussi d'ameublir pour qu'à l'automne prochain, on puisse venir planter différentes espèces qui vont former ici une première haie fruitière entre les deux arbres ici et reproduire ça à d'autres endroits dans le verger. Et de voir les effets que ça va pouvoir avoir sur les arbres ici à proximité directe, de voir tiens, en fonction de cet arbre-là, qu'est-ce qu'on va planter autour, qu'est-ce qui est intéressant pour lui, qu'est-ce qui va apporter des auxiliaires qui sont intéressants, de faire ça à différents endroits en fonction de ce qu'on a. Est-ce que c'est un pommier, est-ce que c'est un poirier, un cerisier, un mirabellier, Créer des petites îles du coup autour des fruitiers. Finalement ici, je pense que ça pourrait devenir une haie qui se termine par des guildes rondes autour des fruitiers qui sont protégés du coup et où évidemment on ne va plus laisser pâturer les ânes à cet endroit-là pour voir comment ça va se passer avec différentes strates sous l'arbre avec des herbacées et des couvre-sols aussi qui vont aussi éviter l'érosion et qui vont aussi retenir l'eau. Mais surtout qu'en plus ici les arbres sont déjà assez vigoureux pour pouvoir accueillir des plantes grimpantes. Ouais. Comme des vignes, des kiwis ou kiwis de Sibérie, donc ça pourrait être intéressant aussi de mettre déjà cette strate verticale ici sur les arbres. Oui, tout à fait. Alors au début je me disais tiens on pourrait planter, on mettrait des grimpantes qui grimpent dans l'arbre. Maintenant ce qui m'intéresserait plus c'est de créer une liaison entre ces deux arbres. Une jouaille avec je ne sais plus le nom exact. Non, moi non plus. Alors, en tout cas, de pouvoir vraiment venir peut-être une vigne ou deux kiwis qui se rejoignent et de faire une pergola ici au centre ou quoi et de couvrir aussi. En fait, ici, tu vois, rien que sur 20 mètres carrés, 30 mètres carrés, on peut déjà faire des choses extraordinaires. Tout à fait. Et après, les reproduire. En fait, il faut commencer petit. Hein.
Oui, oui, Et oui. c'est ici qu'on commence petit parce que quand je suis arrivé ici il y a 1 an et demi, je me suis dit ouais, je vais transformer tout le verger. Bah voilà, ça fait 1 an et demi et c'est pas encore fait. Donc il faut, à un moment, il faut juste prendre une toute petite zone et commencer. Tout à fait, parce que c'est vrai que le facteur temps est super important et autant voir un peu comment ça se passe ici sur une petite zone, puis si ça marche bien, on voit l'évolution, Ouais. la comparaison avec les autres, Mm. et ça on peut reproduire du coup et voir comment ça se passe. Ouais, quoi. et Donc, puis, c'est et puis top. partager en fait. Tu vois, toi tu viens, ou d'autres personnes vont venir, je vais montrer ça, ils vont me dire, donner d'autres idées, etc. Et en fait, c'est super intéressant de venir avec quelqu'un et de parler ici de ce que je fais. Parce qu'après, j'ai plein d'autres idées pour de dupliquer ailleurs en faisant des modifications, des ajouts, des perfectionnements. Tandis que si on fait tout d'un coup tout seul au début, bah, on le fait à un instant T où on a une connaissance à ce moment-là. Et puis après, on continue de découvrir plein de choses, parce qu'on est dans un domaine où il y a toujours à découvrir. Et on se dit, non, j'aurais dû faire ça comme ça, comme ça. C'est sympa aussi de le faire petit à petit et d'améliorer au fur et à mesure. Tu as aussi 26 ânes sur le terrain. Peux-tu nous dire pourquoi tu as tous ces ânes aux 4 sources? Ouais. Alors, les ânes, c'est pas un choix directement de notre part parce que les anciens propriétaires avaient ces ânes et ça faisait partie du deal lorsqu'on est arrivé ici, de reprendre les ânes aussi. C'était très important pour eux. Et en fait, ces ânes, ici c'est une zone Natura 2000 UG5, c'est une zone, une pâture, une zone de liaison entre la forêt et une zone plus humide en bas qui est près du Boc, la rivière. Et les ânes ont un rôle de pâturage pour que cette zone reste ouverte. Donc, tu peux avoir ça avec des moutons, des vaches, des chevaux. Et ici ce sont des ânes, ils sont 26. Et ils ont plusieurs pâtures. Donc, tu vois, ils pâturent le verger, ils pâturent ici et de l'autre côté. Alors dans le verger, ça peut avoir un intérêt pour empêcher les campagnols, les rats. Quand il y a du pétillement, c'est intéressant de les avoir. Donc c'est toujours un compromis. Il faut les mettre un petit peu au verger, mais pas trop, sinon ça peut avoir des effets négatifs. Et ici, c'est la même chose. S'ils sont là trop souvent sur la même zone, ils vont surpâturer. Et donc on va plus avoir d'herbe. Mais là, c'est Sabine, les cartes noires, c'est son fils qui l'attend. Il attend qu'elle est presque finie. Parce Ouais, qu'après, on plutôt, ouvre et alors il vient terminer la gamelle. Ah, Et s'il en reste. il en reste. En général, il reste un. Les ânes, c'est intéressant, mais c'est une autre contrainte. Lorsqu'on fait des plantations, évidemment, il faut faire très attention à protéger les arbres. Et on a cette obligation que ça reste une pâture. Donc, maintenant, tu vois, on a toutes les mares aussi là sur le côté. Et les mares, on va aussi les protéger beaucoup plus parce que les ânes piétinent à l'entrée des mares et c'est mauvais pour la nidification, pour les libellules qui ont leur bébé là, petits. Ouais, donc Et ça, l'intégration ça, des animaux va être super intéressant. Ouais. Il faut juste vraiment bien gérer le parcours, Ouais. à quel moment on les met, etc. Sinon, c'est Ouais. vrai qu'on peut avoir des problèmes. Quoi. Donc, Ouais, et on découvre les interactions qu'ils ont avec les autres animaux de la faune. Et donc c'est intéressant de voir, que ce soit les ânes ou les poules ou n'importe quel animal domestique, comment il interagit avec le milieu et avec la faune qui est dans ce milieu-là, pour voir est-ce que c'est intéressant d'avoir cet animal-là ou qu'il soit à un autre endroit. Après, sur la zone ici, moi j'aimerais expérimenter du pâturage tournant, une gestion plutôt holistique du pâturage et voir ce que ça donne, mais ça j'ai besoin d'encore creuser, de chercher plus d'informations. Si quelqu'un s'y connaît d'ailleurs en gestion holistique, c'est quelque chose qui m'intéresse. En fait, ici, il y a une nouvelle formation de Atmosphère. Donc sur le site d'Atmosphère, il propose plusieurs formations en ligne, dont les fruitières, etc. Et il a justement sorti une nouvelle formation sur le sylvopastoralisme. Ah oui, donc sur tout ce qui est arbre fourrager, arbre fruitier aux tiges avec les animaux. Donc super intéressant, je l'ai suivi et je vous conseille d'aller voir. Tu as plusieurs petites mares ici sur le terrain. Peux-tu nous en dire plus ici par rapport à toutes ces petites mares? Ouais, en fait, derrière nous on a la forêt. Et on s'appelle les 4 sources ici parce qu'il y a au moins 4 sources qui coulent vraiment sur le terrain. Tu vois, tu as vraiment des sources de tous les côtés, dont une qui descend ici, droite. Et avant le terrain ici, c'était vraiment un creux avec un sol très calcaire en dessous, avec potentiellement des grottes même ici en dessous. Et les anciens propriétaires ont fait tous des étangs. Ils ont vraiment créé ces étangs en refermant les trous. Pour que l'eau soit retenue, alors déjà pour conserver l'eau plus longtemps, la ralentir, donc c'est intéressant.
et puis pour créer vraiment des îlots de biodiversité. Du coup, ces zones-là sont aussi protégées, Natura 2000, en zone vraiment aquatique. Alors après, pour moi, c'est aussi des zones de ressources potentielles. On a tout plein de massettes ici qui sont aussi des plantes intéressantes. Pour la biomasse. Pour la biomasse, et puis même au niveau comestible. Oui, c'est vrai que oui, ouais, tout à c'est fait. intéressant. Tu vois, il y a une cahute pour des canards là au milieu, donc c'est intéressant de pouvoir mettre que les canards puissent aller pondre au milieu pour être tranquille, parce que sinon ils peuvent se faire prédater. Et puis après, on espère vraiment travailler sur ces zones-là pour déjà améliorer la rétention de l'eau, parce qu'en été c'était à nouveau tout sec. Sur cette mare, il y en avait 5 qui étaient sèches. Ouf, ok. Ouais. Donc là, il y a un travail à faire à ce niveau-là. Il y a aussi un travail à faire au niveau de quand on a des inondations. Donc ici, le problème, c'est que quand on a eu les inondations en 2021, toute l'eau passait au-dessus de chaque mare, et donc en fait, ça a détruit, ça pourrait détruire complètement Ok. ce qui est entre les mares ici. Et donc ça, il y a aussi un travail permaculturel à faire. Ouais, peut-être végétaliser aussi pour retenir un peu les berges. Ouais, il y a cette possibilité-là effectivement de végétaliser, et puis en fait il faut aussi avoir des trop-pleins, que l'eau puisse s'évacuer quand c'est trop rempli et qu'elle puisse partir sur le côté. Parce qu'évidemment, ce qui serait intéressant pour moi, c'est d'utiliser toute cette eau qui vient pour aussi aller arroser dans des baissières, ailleurs sur le terrain, pouvoir partir de tout en haut, aller dans le verger. Donc en fait, on canalise l'eau, on la retient sur une mare, où on crée une zone qui est super intéressante pour la biodiversité, et puis on peut aller en plus envoyer de l'eau aux endroits qui nous intéressent, et encore la retenir ailleurs. Et au lieu que l'eau s'écoule d'un coup vers le bas, ce qui est intéressant sur un lieu comme ici qui est en pente, c'est vraiment d'aller de faire courir l'eau sur tout le terrain, et puis qu'elle descende calmement vers le bas, vers la rivière. Ouais, super idée. Ouais. Et au niveau plantation type jardin-forêt, ici pour moi c'est un super endroit pour faire quelque chose avec les mares et autour des mares pour planter plein de choses. Faire une ripiscille, donc vraiment créer une sorte de jardin-forêt au bord de cours d'eau. Ouais. C'est à nouveau, tu vois, il y a plein d'environnements différents, intéressants ici, pour faire plein de choses. Parce qu'ici, voilà, on est sur cette pente plein sud, devant une mare. T'imagines la chaleur. Ah oui, pour Il peut y avoir plus, aussi. c'est vrai que... Donc c'est super intéressant. On a de l'eau, donc au niveau arrosage, tant qu'il y en a, en tout cas, ça c'est super intéressant aussi. Et puis là, on a des saules, on peut aussi grimper dans les saules. Et alors cette zone, au niveau biodiversité, chaque mois de l'année, entre début du printemps et fin de l'automne, il se passe quelque chose avec une espèce, soit les libellules, les crapauds, les grenouilles, les pitons, les salamandres. Il y a toujours quelque chose qui se passe tout près. Et donc, on se rend compte aussi de l'intérêt de préserver ces zones-là et qu'elles puissent rester vraiment tranquilles. Et du coup, de venir planter des espèces qui vont être intéressantes pour la biodiversité existante. Et pas de venir recréer un truc exotique autour d'une mare où tout va bien en fait. On a une biodiversité qui fonctionne vraiment bien. C'est vraiment un super terrain de jeu. Dans le tiers-lieu des 4 sources, il y a plusieurs lieux super importants, dont celui du travail. Ouais, le travail manuel, ici, on est vraiment sur la zone où on a les artisans qui travaillent. On avait vraiment besoin d'un endroit où les artisans pouvaient travailler à l'abri de la pluie, du soleil. Et on n'avait pas ça ici sur cette zone qui est plus un parking à la base. Donc on a trouvé ce dôme chez Trees and People, qui est une boîte en Ardennes, dans les Ardennes, qui nous a permis de construire ça en 3 jours. Donc ça c'est vraiment génial parce qu'on peut l'ouvrir, le fermer en fonction de la météo. Et ça permet aussi de rentrer des véhicules. Parce qu'on peut vraiment enlever 2 pans ici, ça tient toujours. Et du coup ça a permis de construire cette roulotte à l'intérieur du dôme, parce que la roulotte rentre directement dedans. Ça c'est un des habitats d'une des familles qui construit maintenant des roulottes pour eux et pour des clients. Donc c'est vraiment construit de A à Z par Magali et Seb qui sont ici du collectif. Et Olivier là est en train de travailler aussi. Olivier est plutôt spécialisé sur le bois. Et alors notre gros projet, notre rêve ici, c'est vraiment de construire un grand hangar qui ferait toute la
tout l'espace ici, où on va pouvoir déjà stocker, parce qu'en fait, un projet comme ici, c'est beaucoup de stockage de matériaux, donc ça c'est important. Et puis une zone où on va pouvoir travailler, donc on a des ferronniers, des gens qui font la menuiserie, de pouvoir construire des objets et des choses là, mais aussi de pouvoir accueillir des gens qui viennent en formation ou autoconstruire, de pouvoir utiliser des outils, que nous on puisse mettre à disposition des outils qu'on ne peut pas trouver chez Brico et qui vont se retrouver ici. On va pouvoir former les gens, le faire avec eux. Et c'est vraiment ça qui est passionnant, c'est que les gens puissent ressortir avec leurs propres meubles qui sont construits en palette, qu'ils puissent construire des pièces en métal, réparer aussi, lancer un hypercafé, c'est tout plein de choses qui pourraient se passer ici sur cet espace. Un truc plus de savoir-faire, aussi de récupération, de nouveaux savoirs, c'est super intéressant. Qu'on oublie, on va vite acheter dans ce monde de consommation. Et du coup, dès que c'est cassé, on va vite jeter, alors on va réparer. Ouais, et ici, on a des. Moi, j'adore réparer des objets comme un téléphone, un ordinateur, tout ce qui est électronique. C'est quelque chose qu'on pourrait retrouver dans ce genre d'endroit à côté de quelqu'un qui fabrique des objets en bois. Et puis après, on va pouvoir faire des choses ensemble. Mais il y a vraiment de tout. Et effectivement, pouvoir réparer et pouvoir récupérer, avoir plein de matériaux à disposition de toutes sortes pour pouvoir les réutiliser et en faire quelque chose. Parce que tu vois, rien que le prix du bois, on a intérêt vraiment à pouvoir garder et stocker du bois. Plutôt que d'aller le jeter à la déchetterie. Même pour tout ce qui est créativité, au final, plus on a de matériaux, plus on peut du coup s'imaginer faire des choses avec. Et absolument, ouais. Faire des choses incroyables. Ouais, ça ouvre la porte à plein de choses au niveau créatif qu'on oublie finalement quand on va simplement au magasin acheter un meuble. En fait, on se rend compte, nous, avec nos habitats, qu'on peut. Au lieu d'aller acheter quelque chose, on va le construire nous-mêmes, on dessine un petit truc, on regarde avec Olivier, comment on pourrait faire ça. Lui, il a toute la connaissance technique qu'il va pouvoir partager. Et puis, ensemble, on va créer quelque chose qui n'existe pas. Et puis, on se retrouve avec un objet qui est unique. Ça apporte tellement plus dans un habitat aussi. Et puis, dans tout le projet ici, chaque fois qu'on a besoin de quelque chose, parce qu'il n'y a pas que les besoins dans les habitats, mais il y a les besoins globaux du projet, on peut travailler avec ce qu'on a, les compétences humaines et les matériaux. Et puis après, on espère un jour avoir ce grand bâtiment qui servira à ça et où plein de gens vont venir découvrir ce qu'on fait et le faire avec nous. On se trouve dans l'ancienne ferme d'Ainvaux. Il y a plusieurs activités qui se déroulent aussi dans l'ancienne ferme, dont l'épicerie. Ouais, en fait, ici, on a notre épicerie du collectif. Donc, on achète au vrac ici dans le village. On achète du vrac en grande quantité pour nous, ce qui est très, très pratique puisqu'après, on peut, quand il te manque des pâtes, tu descends, je fais 20 mètres et je vais chercher des pâtes au magasin ici chez nous. Donc, ça, c'est vraiment un truc incroyable. On évite les déchets en plus, donc c'est super bien. Donc, on a des graines, des noix, des noisettes, pois chiches, du café, etc. Et donc, l'idée aussi, sur le long terme, c'est de voir, tiens, qu'est-ce qu'on va pouvoir, nous, tu vois, ici, je vois, on a des noix, on a des noyers. Combien de noyers il faudrait par rapport à la quantité, qu'est-ce qu'on consomme, en fait. Donc, c'est intéressant aussi de consigner pendant 1 an tout ce qu'on va consommer. On a un carnet où on a noté tout ce qui est acheté ici, chez nous. Ça va permettre de faire des stats pour voir, tiens, en fait, qu'est-ce qu'on va pouvoir produire sur le lieu, parce qu'on ne va pas faire des céréales sans doute. Mais par contre, on achète des farines et des céréales ici à une ferme juste de l'autre côté de la Meuse. Donc vraiment de pouvoir voir, tiens, en fait c'est ça qui est compliqué. Quand on est dans un collectif, déjà dans une famille, c'est difficile de chiffrer qu'est-ce qu'on consomme et de savoir, tiens, qu'est-ce que je vais mettre dans mon potager, de quoi j'ai vraiment besoin, qu'est-ce que je vais vraiment consommer dans mon jardin-forêt. Et donc, quand on est dans un collectif, en fait, faire une épicerie, c'est une super idée pour savoir qu'est-ce qu'on mange, de sec en tout cas. Après, il y a encore toute la partie fraîche, mais ça, c'est vraiment pratique. Ouais. Et ça, l'épicerie est ici en bas. Et puis après, on va monter vers la salle, et la salle où on se donne les formations. Et on a plusieurs activités. Tu proposes différentes activités et formations sur le tiers-lieu. On se trouve dans la salle où différentes activités se déroulent. Oui, tout à fait. On a la grande chance d'avoir une superbe salle ici
et puis une plus petite de l'autre côté. Et c'est à nouveau quelque chose de formidable parce qu'on a, en plus, juste derrière ce mur, on a les hébergements qui permettent d'héberger jusqu'à 25 personnes. Donc t'imagines, tu viens en formation, tu loges sur place, tu peux faire à manger avec tous les autres participants, c'est vraiment super. Et cette salle ici nous sert à faire un peu, comme on le disait tout à l'heure, ensemble, tout ce qui peut se faire à l'intérieur et qui aura plus de mal à se faire dehors. Et on fait du coup des, des moments ici où on peut faire, c'est un espace plutôt de fête ou de célébration et de repas. Et puis à côté, on a une plus petite salle qui est plutôt, que moi en fait j'espère vraiment transformer en salle polyvalente pour des cours et où vont se passer pas mal de formations. Puisque ici, à l'été, moi je vais lancer les formations Simisto avec 4, 5, 6 formateurs formidables. Et on va vraiment former sur la forêt comestible, mais aussi de manière professionnelle. Donc tu vois, il y a beaucoup de formations où tu peux aller 3-4 jours te former et quand tu rentres chez toi, tu es super motivé pour planter. Ça, c'est des choses qu'on va évidemment proposer. Mais on va aussi proposer un cursus pro pour dire, tiens, en fait, moi, j'ai envie de vraiment pouvoir changer de métier ou je suis, peut-être que je suis paysagiste ou que j'adore le design, j'ai des notions de design permaculturel, etc. J'ai envie de faire quelque chose en plus. Ben, nous, pendant 1 an, on va faire plein de formations différentes, plein de modules qui vont vraiment travailler sur l'écologie, mais de manière vraiment assez poussée, et la conception, et puis l'implantation et la gestion d'une forêt-jardin, mais sur un cursus assez long, qui à la fin t'offre des connaissances vraiment poussées, et aussi un réseau, puisque à côté de ça, en plus, on fait bureau d'études, et donc on conçoit aussi, on a beaucoup de demandes, et donc tous ceux qui vont passer par ce cursus-là, ils vont aussi potentiellement travailler sur des vrais projets par la suite, directement, quoi. Donc ça, c'est quelque chose que moi j'attends avec beaucoup d'impatience, et que cette salle soit aussi une salle formidable pour acquérir ses compétences. Quand on est en tout cas, quand on doit se retrouver à l'intérieur, maintenant il y a aussi beaucoup de choses qui vont se passer dans la forêt pour vraiment comprendre comment fonctionne l'écosystème forestier. C'est super important de former des sylvaniers pour qu'on puisse planter, bien comprendre l'écosystème et le suivre. Donc, peux-tu nous en dire plus aussi par rapport aux formations que tu as proposées, ton objectif Ouais, écoute, déjà, moi, je fais du design de jardin-forêt depuis 2 ans et j'ai vu plein de choses super intéressantes et je me suis rendu compte que c'était lorsque j'étais en interaction avec d'autres personnes qui avaient eux-mêmes des compétences qui n'étaient pas exactement les mêmes que les miennes, c'est là qu'on générait vraiment du créatif et des informations intéressantes pour les designs. À côté de ça, j'ai vu, tiens, il y a toutes ces formations qui existent et tout, mais il y a pas une formation, il n'y a pas une école vraiment où tu vas à l'université du sylvanier ou du designer de forêt comestible. Et donc voilà, on met en place ce projet avec les formateurs pour vraiment avoir toutes les informations nécessaires pour se sentir suffisamment en confiance, parce qu'il y a ça aussi. Comme c'est un nouveau métier, que ça n'existe pas, et que à quel moment est-ce que j'ai la confiance pour dire je vais faire payer quelqu'un pour faire un jardin-forêt, alors que moi-même, j'en ai à peine fait un tout petit. J'ai rien de 20 ans à montrer, disons. On ne s'est pas montré vraiment ce qu'on va réaliser, donc il y a déjà ça. Et puis, créer du réseau entre des gens qui vont s'y connaître dans différents domaines. Un passionné de champignons, un passionné de zones aquatiques, puis quelqu'un qui s'y connaît en design technique. Et en fait, en mettant tout le monde ensemble sur un projet, alors on peut vraiment faire quelque chose de beaucoup plus poussé et de beaucoup plus dynamique. Donc c'est vraiment ça, c'est créer du lien entre nous tous et puis se sentir bien, se sentir à l'aise avec ça et pouvoir dire ouais, j'ai fait un cursus qui m'assure que je peux vraiment aller concevoir. Et donc on a dû d'abord voir quel cursus il fallait faire pour ça. Donc c'est un gros travail depuis quelques mois d'imaginer le cursus on va dire, un paysagiste comestible, hein, parce que c'est un peu, pour moi, c'est un peu ça. C'est pas seulement le jardin-forêt, c'est des fruitières, c'est
des paysages comestibles. On peut tout faire, mais toujours en gardant cet aspect comestible en premier lieu. Et il y a vraiment une demande et une passion. Il y a plein de gens qui se passionnent pour ça. Et puis, je pense quand on fait un cours de permaculture, on rencontre plein de gens qui sont en transition, qui ont envie de passer à un autre métier. Et on se reconnecte à la nature, aux arbres et tout. Puis, je pense que faire des jardins-forêts, faire des forêts comestibles, c'est vraiment quelque chose qui va. Je pense qu'on va en avoir plein dans les prochaines années. Donc, j'espère que celui aussi, ce qu'on fait ici, va aussi faire des petits un peu partout. Mais je vois de plus en plus de formations sur les jardins-forêts, donc ça me fait vraiment plaisir aussi. Petit clin d'œil à Rudy, on se trouve aussi devant 2 magnifiques figuiers qui sont dans une bonne situation parce que le mur emmagasine la chaleur, peut la restituer le soir. Donc il y a ce microclimat ici qui fait que vraiment ils sont super beaux. Ils ont quel âge, tu sais pas? Ah non, je ne saurais pas dire. Et ils ont super bien fructifié avec l'été qu'on a eu, hein. Mais les fruits ne sont pas arrivés à maturité. Donc j'aimerais bien voir comment améliorer le fait d'avoir plus de récoltes pour ces figuiers. Mais en été ici, c'est magnifique. Et puis il y a une odeur aussi du figuier qui est. Quand on passe ici, on est dans le sud de la France, quoi. C'est des paysans quoi, Ouais, ici. ouais, c'est génial. Et ça offre de la fraîcheur. C'est toute une ambiance, en fait, des figuiers devant une bâtisse. Vous vivez en collectif dans différents habitats légers. Peux-tu nous en dire plus sur ces habitats légers? Ouais, alors déjà, nous, on a des habitats légers qui sont tous différents à peu près. On a des caravanes, des tiny houses, un bus et une cabaronde là-bas au-dessus. Et en fait, on est vraiment dans l'expérimentation pour le moment. On cherche qu'est-ce qui est intéressant comme habitat. Et c'est super intéressant de pouvoir vivre que quelqu'un puisse être dans une tiny house et donner son avis et de partager son avis là-dessus. Moi, je suis dans une caravane résidentielle, donc ça a d'autres c'est vraiment différent. Il y a les problèmes d'isolation, etc. Puis de sentir ça, c'est super intéressant de le faire avant de se poser et de peut-être de commencer à dépenser une certaine somme pour vraiment faire un habitat définitif. Parce que en fait, on se rend compte en vivant dedans, en étant en famille, qu'il y a des contraintes qu'on n'imaginait pas, ou des choses qui sont chouettes, ou bien finalement, tu vois, d'avril à octobre, on est tout le temps dehors presque. Donc il y a le fait de construire quelque chose, mais d'aménager aussi tout l'extérieur qui est autour en fonction. Faire une cuisine extérieure, par exemple, nous, c'est ce qu'on va faire c'était ce printemps-ci. Et puis alors, on a des habitats comme la Cabaronde qui était quelque chose qui nous plaît vraiment. C'est vraiment ce qu'on imagine, nous, tu vois, comme habitat. C'est quelque chose qui est sur pilotis, donc il n'y a pas d'emprise au sol. Et puis, on est en bois, complètement démontable. Et la plupart des matériaux sont complètement recyclables. On peut aussi utiliser des matériaux recyclés. Et donc, c'est comme ça qu'on imagine, nous, l'habitat dans le futur, c'est de pouvoir faire des habitats qui ne vont pas générer énormément de déchets et où on n'a pas de béton non plus dans l'habitat, qui est quand même un gros consommateur Oui, tout à fait. énergivore et tout. Donc, on est vraiment dans cette phase où on teste, on découvre différentes possibilités et on va pouvoir réfléchir maintenant sur le plus long terme. Tiens, de quoi a-t-on vraiment besoin en fonction des âges aussi de nos enfants, de l'évolution des familles. Et donc, c'est vraiment un tout autre pan de l'expérimentation ici sur le lieu. Ouais. On se trouve sur un terrain où tu vas expérimenter les légumes perpétuels. Ouais, en fait, ici, on est dans la zone petits fruits où on avait déjà tout plein de petits fruits. Donc, c'est vraiment génial. Et entre les rangs, l'idée, c'est vraiment de venir planter plein de légumes perpétuels pour tester, pour voir ce qu'on peut développer, qu'est-ce qui va marcher, qu'est-ce qui ne marche pas. Et pour ça, il faut d'abord qu'on travaille le sol aussi à cet endroit. Donc, il va y avoir tout un travail préliminaire pour que le sol soit plus riche. Et après, on va planter pas mal de choses. Tu comptes planter choux de Menton, menthe, un petit peu de tout? Tout ce qui est, ouais, tout ce que tu trouves sur les moteurs de recherche en légumes perpétuels et qui serait adapté à un sol de chez nous. Et puis même tester de voir des associations aussi avec certains. On a la chance d'avoir des
des basses-tiges et des mi-tiges ici. Puis en fait, c'est à nouveau une super zone pour Ouais, tu as tester du plein poirier, prunier, enfin Ouais. donc c'est vrai Ouais. qu'il manque la strate ici vivace, quoi. Donc là, Ouais, tu as c'est déjà ça. vraiment la base Mhm, donc arbustes, arbres, mais c'est vraiment la strate ici qui manque. Ouais, Et encore une fois, grimpante, pourquoi pas. c'est génial hein, d'avoir déjà ouais. ces arbres qui sont là depuis quelques années, puis d'avoir ces petits fruits et de dire tiens, ben, qu'est-ce que je peux faire en plus sur cette zone-là. Donc moi, je me suis dit les légumes perpétuels, c'est un bon spot pour ça, parce qu'en fait, c'est assez éloigné de nos habitats. Oui. Donc, c'est pas une zone où on va venir tous les jours. On a un potager qui est vraiment juste à côté de la maison partagée. Et les légumes perpétuels, on peut les laisser un peu plus tout seuls. Donc, c'est aussi l'avantage de pouvoir utiliser une zone qui est plus éloignée pour ça. Parce qu'en plus, c'est vraiment une strate super intéressante que personnellement, moi, j'ai tendance à oublier. Alors qu'au final, il faut vraiment aussi, des fois, comme la conso, d'aller chercher d'autres minéraux, etc., que moi, utiliser en paillage, ou même ici, avoir ce côté mellifère ou fixateur. Ouais. Donc là, c'est vrai qu'il y a une strate tout à fait super intéressante, un espace qu'on peut encore exploiter, que j'oublie. Là, c'est vrai que c'est plus, on va dire, arbuste et arbres, mais c'est vrai que voilà, toutes ces strates ici feront que ce sera beaucoup plus productif et diversifié, donc plus résilient. Ouais, pour moi, c'est pareil. La strate herbacée, je connais moins et j'ai besoin d'expérimenter ici, justement, cette strate-là. Alors, ce qui est chouette aussi, c'est d'avoir tout. Allez, en fait, elle existe déjà de manière sauvage. Il y a plein de choses, plein de plantes qu'on peut manger ici, qui sont sauvages. Et donc, rien qu'en se baladant avec quelqu'un qui s'y connaît en plantes sauvages, ben, en fait, on fait tout un repas. Et puis après, ben, on va pouvoir rajouter cette partie potager, jardin-forêt, légumes perpétuels. Ben, à la fin, on se fait un gros festin, en fait. Mais c'est vrai qu'en plus, on met tous les jours les pieds dans le plat sans s'en rendre compte. Il y a vraiment plein de plantes ici sauvages comestibles, avec plus de fois de bienfaits ou de minéraux, parce que maintenant, on sélectionne, on met plein de produits chimiques dessus. Ouais, ouais. Et en plus, il faut savoir que plus de 90% des plantes sont vivaces ou pérennes dans le monde. C'est vrai qu'on se base souvent sur un système qu'il faut souvent ressemer, qui est contraignant à arroser, désherber. Alors c'est vrai que quand on accompagne la nature ici avec, dans son sens, donc si on met plus de plantes pérennes ou vivaces, on aura sûrement moins de travail, peut-être pour plus de récoltes. Enfin ça, je ne sais pas encore non plus à ce niveau-là, mais c'est vrai que je pense que ça peut être que bénéfique aussi d'aller dans ce sens-là et d'intégrer comme aussi des annuels bien sûr, mais aussi des plantes, voilà, légumes vivaces aussi, super intéressants. Ouais, je crois qu'en tant que passionné du jardin-forêt, c'est un peu ce qu'on a envie de montrer aussi, c'est que on veut faire des environnements qui sont pérennes, résilients, perpétuels, etc. Et où, d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui croient que tout va pousser tout seul et puis tout va se récolter tout seul. Alors, il y a quand même un petit peu de boulot de temps en temps, mais par rapport à un potager où il y a beaucoup de travail à faire, voilà, là, maintenant, on est en janvier, ben, on commence à... Hier soir, je me suis dit, oulala, le potager, il faut, mercredi, il faut qu'on s'active, il faut qu'on fasse quelque chose pour préparer. Alors qu'ici, j'ai pas de stress, en fait. Surtout, c'est du travail vraiment sur le long terme, et on planifie, on travaille sur le long terme. Là où le potager, on court un petit peu, quoi. Donc, c'est une autre vie, hein, c'est une autre vie. Et voilà, ici, c'est vraiment comme ça que moi, j'intègre mon projet ici de Semisto sur le lieu des 4 sources, qui est un lieu pour moi extraordinaire. Et Semisto, dans les prochains mois, ça va donc être des formations dont on a parlé. Donc là, si vous êtes intéressé, si vous êtes chaud pour venir ici à y voir en formation et à d'autres endroits aussi, vous pouvez aller sur le site semisto.org et vous inscrire. Si les formations ne sont pas encore publiées, parce que là, au moment où la vidéo va sortir, on n'aura pas encore publié toutes nos formations, n'hésitez pas à vous inscrire sur la page d'accueil. Il y a un gros bloc pour qu'on vous tienne au courant dès qu'on lance les formations. Et puis, il y aura des formations pour tout le monde, pour le grand public, pour les futurs professionnels, pour les ados aussi, parce qu'on peut faire du jeu vidéo et de la pépinière, par exemple, ensemble. Ça peut être des choses qu'on fait, du coup, qui me bode pas mal. Et puis, des formations aussi en ville. On va aller voir comment on peut transformer les balcons en abondance de nourriture aussi. Donc, l'idée, c'est d'aller un peu partout. Et tout ça va se passer sur le site web en premier, semisto.org. Et puis, on a une page Facebook, bien entendu. Que dire d'autre? Je pense qu'il faut vraiment aller voir sur le site et vous faire une idée parce qu'on a toute cette partie formation
Et puis il y a le bureau d'études où à la base c'est moi qui fais du design, mais j'ai vraiment envie de réunir des gens qui sont passionnés, qui s'y connaissent dans plein de domaines différents. Donc n'hésitez pas à me contacter aussi si c'est quelque chose qui vous parle, de se mettre en réseau et de travailler ensemble sur des designs de jardins-forêts, de paysages comestibles. Parce que l'idée c'est vraiment de passer à un cap, tu vois, en formant des gens qui sont professionnels et en travaillant à plusieurs. Je pense qu'on peut vraiment travailler dans les prochaines années à passer un cap et à faire en sorte que tous ces paysages et le jardin-forêt, ça devienne quelque chose par défaut, en fait. C'est un peu ça. Pourquoi est-ce qu'on a des jardins d'herbe par défaut? Peut-être qu'à la prochaine génération, ils verront un jardin d'herbe et ils diront, mais c'est vraiment bizarre, pourquoi il y a pas à manger ici et c'est pauvre et c'est triste pour tous ces animaux. Et moi, j'ai envie que, voilà, en une génération, on passe le cap. Et c'est un travail qui a à faire d'abord avec nous tous à la base, et puis d'aller pouvoir faire des choses sérieuses pour aller voir les pouvoirs publics, les entreprises aussi qui ont envie de faire plein de choses, je pense, mais qui n'attendent que nous pour les motiver. Et donc voilà, on va travailler sur tout ça pendant les prochaines années, avec toi aussi, pour des pépiniéristes formidables. C'est vraiment quelque chose qu'il faut et qu'il va y avoir de plus en plus aussi, des très bonnes pépinières, de gens passionnés. Donc voilà, je suis ravi de tout ce qui va se produire dans les prochaines années et j'espère qu'on sera nombreux à agir dans ce sens-là. En tout cas, franchement, c'est super inspirant ce que tu nous dis là, ce que tu fais aussi avec toutes les personnes qui vivent sur le lieu. Je pense qu'on est sur la bonne voie pour y arriver. C'est vrai qu'ensemble, on va quand même plus loin, beaucoup plus vite. Donc, voir toutes ces choses, merci beaucoup à toi, Michael, pour la visite. Aussi, hein. C'était un plaisir. C'était vraiment top, quoi. Donc, et on mettra donc tous les liens de Michael donc pour que vous puissiez le retrouver. Donc, le lien des 4 sources, de ses mistos, des formations, etc. Tout se trouvera en bas de la vidéo. Vous pouvez déposer un petit like sur la vidéo, vous abonner à la chaîne et à bientôt les permapotes. À bientôt. Merci. Salut.